présentation, j'avais évoqué ici même il y a quelques mois le canal du Panama, alors que Donald Trump voulait en prendre le contrôle. Et je m'intéresse en effet au point de passage stratégique, les choke points, qui peuvent perturber les échanges commerciaux à hauteur de 192 milliards de dollars, hein, ça pèse. Et le détroit d'Ormuz, comme vous le savez, est dans l'œil du cyclone. On en parle depuis 6 mois. Vous ne pouviez pas choisir meilleure date, Monsieur le Président, puisque cette journée, effectivement, c'est un point chaud. Tout est à l'arrêt avec ce blocus naval. On en parle dans un instant. La fermeture du détroit d'Ormuz soulève des questions sur les enjeux de souveraineté, les vulnérabilités géoéconomiques de l'Occident et de l'Orient, la militarisation et l'instrumentalisation stratégique des détroits. Et la temporalité s'est accélérée, comme vous l'avez vu, au rythme de la réelle politique de Donald Trump, qui se construit heure par heure, au fur et à mesure des emportements du chef de la Maison-Blanche et des annonces des mollahs de plus en plus jusqu'au boutiste. Alors ce bras de mer concentre une grande partie des échanges mondiaux, 1,3 milliard de dollars y transitent chaque jour, normalement. Le bras de fer n'est pas fini. C'est peut-être Donald Trump qui va ouvrir le détroit d'Ormuz à un moment, hein, comme je reprends la métaphore biblique du premier intervenant, M. Betoglia, hein, comme Moïse a ouvert la mer Rouge au moment de la Pâque. On va voir ça. En tout cas, le détroit d'Ormuz a une valeur cruciale. Celui qui contrôle les mers, finalement, contrôle le monde. Il fait partie, le détroit d'Ormuz, des 12 points critiques de la mondialisation. Les flux se concentrent en effet actuellement sur le détroit d'Ormuz, mais le Bosphore, le Taïwan, les mers de Chine, la Méditerranée orientale où transite le blé, ça fait partie des maillons stratégiques. Et vous oui, avez la carte derrière vous. Merci beaucoup. Et oui, la guerre affecte le trafic maritime mondial. Déjà en juin 2025, pendant les 12 jours de guerre, le nombre de pétroliers présents dans la région pour se charger en brut avait nettement baissé. Là, cette fois, le choc est vraiment violent. Le 1er mars 2028, 138 navires ont franchi le détroit d'Ormuz. Le 2 mars, il n'en restait plus que 28. Car 30 navires de commerce, dont 13 pétroliers avaient été attaqués. Depuis lors, c'est encore pire. Entre le 1er mars et le 9 avril, la société de données maritimes Kepler n'a recensé que 328 passages, 5 fois moins qu'en temps normal. Au moment où nous parlons, nous sommes face à un arrêt quasi total des flux maritimes entre le Golfe et l'océan Indien. Du jamais vu. La guerre aérienne de mars avait été une démonstration de force. Hein. Les Américains ont déployé 500 avions de combat, 200 avions de soutien, dont 100 ravitailleurs en vol, 20 avions de guerre, 20 avions de commandement. Les Israéliens, 250 avions, pardon. Mais on se rend compte que, et vous savez ça mieux que moi, vous qui êtes des experts, les guerres aériennes ne font pas tomber un régime, semble-t-il. Quid d'une guerre navale, si ce n'est la guerre aérienne? Comment gagne-t-on une guerre navale? Soit on détruit la flotte de l'ennemi, ça c'est quasiment fait, hein. L'armée américaine a dit en tout cas avoir détruit 42 navires de la marine iranienne au cours des derniers jours. Ils ont détruit 16 bateaux poseurs de mines. Soit on impacte le commerce international. Et c'est ce qu'a voulu faire l'Iran. C'est pas totalement nouveau. C'est comme les outils en mer Rouge, hein, route stratégique entre l'Asie et l'Europe, par laquelle transite normalement 15% du commerce maritime mondial. Rappelez-vous, de novembre 2023 à début 2025, les Houthis ont mené 200 attaques contre des navires en mer Rouge, hein, pour soutenir le Hamas dans sa guerre contre Israël. De nombreuses compagnies maritimes avaient dû éviter la zone et privilégier la route du Cap de Bonne-Espérance. Alors, aujourd'hui, point mort. D'un côté, Washington veut bloquer les navires venant des ports iraniens ou payant une redevance aux Iraniens pour passer Hormuz. De l'autre, Téhéran impose un droit de passage aux navires qui veulent transiter par le corridor longeant ces îles au nord du détroit. L'objet de la rançon, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, hein, ils demandent un péage d'un seul coup, les Iraniens, éviter les mines que les Iraniens ont posées dans le détroit, veulent ainsi obliger les armateurs à emprunter la voie qu'ils imposent. Y a-t-il vraiment des mines ? On n'en est pas totalement sûr, ce qui n'est pas vérifié, mais le doute pose une nouvelle menace, bien évidemment,
pour empêcher les armateurs de prendre le risque. Alors, la géographie a offert une carte maîtresse aux Iraniens. Le détroit d'Ormuz, c'est la porte du pétrole. Pour le moment, elle est fermée à double tour. On en est maintenant au blocus naval. Le blocus décrété par Donald Trump, en réponse à l'échec des négociations avec Téhéran, a officiellement débuté à 14 h lundi dernier. Le commandant central a indiqué, le commandant américain, qu'il serait appliqué aux navires de toutes les nations entrant ou sortant des ports et zones côtières de l'Iran, y compris tous les ports iraniens du Golfe Persique et du Golfe d'Oman. Mais les forces de CENTCOM, le commandement américain, ne perturberont pas la liberté de navigation des navires transitant par le détroit à destination ou en provenance de ports non iraniens. Et alors, ils ont dit qu'au cours des dernières 24 heures, aucun navire n'avait réussi à franchir le blocus. On a là-bas donc plus de 100 000 marines, aviateurs américains, ainsi qu'une douzaine de bâtiments de guerre et des dizaines d'appareils. Alors, c'est quand même pas le premier blocus naval. On a déjà oublié l'affaire du Venezuela, mais il y avait déjà eu un blocus imposé en décembre 2025. Et donc, c'est vrai que Donald Trump lui paraît souvent avoir des lubies, mais il y a certaines constantes. À ce moment-là, il a déjà joué la carte d'un blocus naval pour resserrer les taux américains, pour asphyxier le Venezuela, le pétrole étant la principale source de revenus de Caracas. Donc ça souligne ce dossier, l'hégémonie américaine quand même, qui repose en grande partie sur sa puissance maritime, c'est ce qu'ils sont en train de jouer. Et donc ce blocus américain dans le détroit d'Ormuz répond au chantage instauré par l'Iran qui impose un droit de péage payable en crypto-monnaie aux navires qui souhaitent l'emprunter. $1 par baril pour les chargements liquides. Alors, quel est l'objectif du blocus naval américain dans le détroit d'Ormuz? Asphyxier le régime iranien. 95% du pétrole iranien passe par là. C'est la source de la richesse des mollahs iraniens. Feu le guide suprême Ali Khamenei, j'ai lu, avait une fortune estimée à 95 milliards de dollars. Autre conséquence, autre hypothèse, une réaction attendue des Chinois qui pourraient tordre le bras aux Iraniens. 13% des importations de brut de Chine viennent de ce passage, viennent de l'Iran. La Chine achète 81% du pétrole iranien. Alors, combien de temps faut-il pour que le blocus naval américain fasse jouer ses effets? Rappelez-vous, lors de la guerre d'Afghanistan, les talibans disaient « les Américains ont des montres, mais nous avons le temps ». Alors, peut-être ça peut prendre du temps. On va voir combien de temps le commerce mondial peut subir autant de pression. En tout cas, les Iraniens, ils n'ont plus beaucoup d'infrastructures. Ils ont peut-être du temps, mais c'est un petit peu mon approche d'étudier les infrastructures. Elle constitue le fil rouge de la guerre en Iran, depuis la première frappe américano-israélienne le 28 février, qui a tué le guide suprême au pouvoir sans partage depuis 37 ans. Beaucoup d'infrastructures stratégiques ont été ciblées afin d'affaiblir l'économie. Les installations pétrolières et gazières, le 18 mars, c'était les installations de la région d'Azaloye, pardon pour la prononciation. C'est les zones 3, 4, 5, 6 du champ gazier de South Pars, le plus grand gisement de gaz au monde, qui assure à lui seul 70% de la consommation nationale du gaz de l'Iran, qui avait été ciblée. Également, des frappes ont été menées contre l'île de Kar, dans le Golfe, car il abrite le plus grand terminal pétrolier de l'Iran, qui assure environ 90% de ses exportations de brut. Autre infrastructure dans le viseur, les centrales électriques à Ispahan, elles ont été endommagées, et puis même des infrastructures industrielles. Les aciéries d'Ispahan, encore une fois, d'Arvaz, qui sont les piliers de l'industrie lourde d'Iran, ont été touchées. Elles sont au cœur de la chaîne d'approvisionnement militaire iranienne. Et puis également le volet des infrastructures de transport, le pont de Karaj, le plus grand d'Iran, a été détruit le 2 avril. Et le pont également à l'extérieur de la ville de Qom. Bon, je ne vais pas tout citer, vous avez suivi ça, mais pour dire que ce volet infrastructure vraiment compte beaucoup dans cette stratégie militaire des Américains. L'escalade touche également les hubs de transport des alliés régionaux. Aux Émirats arabes unis, les aéroports internationaux de Dubaï et d'Abu Dhabi ont été la cible de frappes directes de missiles et de drones. Au Koweït, des frappes sur l'aéroport international ont causé plusieurs blessés. En Irak, les attaques iraniennes ont frappé l'aéroport d'Erbil.
Donc, ces attaques ont fortement perturbé les flux énergétiques mondiaux. Vous allez voir un graphique, et merci pour ceux qui m'aident sur les slides, de ce prix du pétrole qui a bondi de 42% depuis le 28 février. Donc, je sais que des traders autour de la table s'en réjouissent, mais on va voir à long terme l'impact sur l'inflation en Europe et pas seulement. Précisément, le détroit d'Ormuz permet le passage du golfe Persique au golfe d'Oman et à la mer d'Arabie, et il forme le seul point de sortie maritime de ce golfe vers les grandes routes océaniques. Alors, ce détroit n'est pas si étroit que cela. La proximité entre les côtes nord et sud est remarquable, avec une largeur de 53 km environ au point le plus étroit, réduite à environ 33 km de voies navigables efficaces, et puis sa longueur 212 km. La réalité de ce corridor, c'est un boulet d'étranglement qui voit être quantité 20 à 21 millions de barils par jour en temps normal, auquel s'ajoutent 80 millions de tonnes de GNL. Oui, ce n'est pas qu'une artère pétrolière, c'est aussi une artère gazière. Donc on peut dire actuellement le détroit d'Ormuz broie du noir, oui, lui qui est habituellement très fréquenté. Et on parle beaucoup des hydrocarbures, mais il faut le savoir, d'autres matières prennent habituellement cette voie, beaucoup d'aluminium, du méthanol, de l'ammoniac, beaucoup d'engrais passent par le détroit. Alors, y a-t-il un relief qui explique le caractère vital de ce détroit? Mais oui, au nord, les côtes iraniennes sont dominées par des chaînes de montagnes sèches, escarpées, stratégiquement positionnées. Au sud, le cap de Musaldam forme une presqu'île montagneuse spectaculaire avec des falaises abruptes. Et donc ce relief accidenté rend la navigation maritime encore plus cruciale parce que les voies terrestres sont limitées. Enjeu mondial, le golfe Persique représente un tiers du commerce mondial de pétrole. Un soubresaut, et on le voit, le prix du baril bondit, voire même parfois jusqu'à 30%. Alors le territoire iranien est 3 fois plus vaste que la France, peuplé de 86 millions d'habitants. C'est l'une des principales puissances du Moyen-Orient, mais c'est bel et bien sa position au débouché du Golfe, à proximité des routes maritimes par lesquelles transite une part significative des hydrocarbures mondiaux, qui lui donne une force particulière. Alors, ne faisons pas mine de découvrir cela. L'importance du détroit d'Ormuz, elle est connue depuis des décennies. À chaque tension à propos de l'Iran, il y avait eu la crainte d'un blocage de cette voie d'eau stratégique. Il y a eu des alertes sérieuses. En 1983, au moment de la guerre Iran-Irak, le président du Parlement iranien avait dit « L'Iran est capable de bloquer le détroit, même si cela doit déclencher la Troisième Guerre mondiale. » On était resté au niveau de la parole. En 2015, un navire marchand, le Tigris du danois Maersk, avait été arraisonné. En 2019, des bateaux arraisonnés comme le Stena Impero, ce pétrolier battant pavillon britannique, avaient déjà été arraisonnés alors qu'il y avait des tensions autour de l'Iran à l'Assemblée générale de l'ONU. C'était en question. Et personne n'avait fait de tollé à l'époque sur les violations du droit international par l'Iran, qui avait déjà cette hypothèse, cette idée d'un chantage. Mais on avait tous, depuis toujours, finalement, cette phrase, cette idée dans un coin de notre tête qu'on avait entendue: soit tout le monde pourra utiliser le détroit d'Ormuz, soit personne ne le pourra. C'est ce qu'avait déclaré le général iranien Mohammad Ali Jafari, commandant du corps des gardiens de la Révolution. Eh bien, on ne croyait pas qu'il passerait à l'acte parce que ça semble une stratégie kamikaze de bloquer le poumon de son propre pays. On ne pensait pas que cette menace serait concrétisée, mais l'Iran avait quand même, ces derniers temps, bien augmenté ses chargements pétroliers pour engranger des revenus, des réserves, dans les semaines précédant la guerre, à mesure que Washington déployait ses forces de la région. Mais combien de temps va-t-il tenir? C'est quand même la question. En tout cas, l'Iran a démontré sa capacité à déclencher une véritable crise énergétique mondiale. Si on fait le point sur les alternatives possibles, eh bien, on se rend compte que les pipelines saoudiens Petroline, ils ont une capacité de 5 millions de barils par jour. Emirati, le pipeline de Habshan Fujairah, 1,5 million de barils. Donc, ils ne permettent pas de rediriger même pas plus qu'un quart du trafic normal. Tandis que le Koweït et le Qatar restent sans issue terrestre. Donc, effectivement, il y a une puissance de négociation extrêmement importante, et l'Arabie Saoudite, dont la plupart des gisements se situent le long du golfe Persique,
avait certes construit un oléoduc d'est en ouest, débouchant sur la mer Rouge à Yanbu. Malheureusement, sa capacité, semble-t-il, ne dépasse pas 5 millions de barils par jour. Vous voulez dire quelque chose? Non. Ah, j'ai cru que vous avez bougé, excusez-moi. Excusez-moi. Quelles sont les conséquences d'une congestion du trafic? On l'a dit, il n'y a pas que le pétrole et le gaz naturel liquéfié qui sont en cause, il y a également des biens de première nécessité qui sont consommés par le Koweït, l'Irak. Donc ces tensions font s'envoler les prix du baril, le taux spot sur les gros pétroliers, et puis conséquences sur les produits plastiques, les emballages de votre brioche demain matin, les sacs poubelles, les bouteilles de lait, tout ça va être impacté d'ici quelques semaines. Alors, il faut relativiser parce que, encore une fois, tout cela n'est pas totalement nouveau. Le blocage du détroit d'Ormuz instaure la même relation de cause à effet qu'avec les autres détroits. On retrouve la même problématique qu'avec les attaques des Houthis, les rebelles yéménites en mer Rouge, avec le blocage du canal de Suez. Mais évidemment, étant donné la portée du détroit d'Ormuz et la quantité de commerce qui passe par là, l'onde de choc est maximale. Les coûts d'assurance explosent pour les armateurs, les enjeux logistiques sont considérables. L'Organisation maritime internationale avait de suite appelé les compagnies maritimes à éviter la région du Golfe, et tout de suite les assureurs ont augmenté les tarifs de leurs primes de l'ordre de 50% du montant habituel. Si on parle du grand acteur CMA-CGM, il y a aujourd'hui 2 fois par jour une réunion de crise, le matin, l'après-midi. Il possède 539 navires et il cherche des voies pour passer. Alors les menaces pesant sur la liberté de navigation combinées à l'augmentation des coûts d'assurance maritime, aux perturbations du trafic pétrolier confèrent à cet espace du détroit d'Ormuz un rôle crucial dans la confrontation en cours. Le détroit apparaît comme un levier géostratégique déterminant dans l'équilibre des rapports de force entre l'Iran et ses adversaires. Alors, les Européens essayent d'entrer dans le jeu, tant bien que mal. Jeudi 2 avril, Madame Yvette Cooper, la ministre britannique des Affaires étrangères, avait convié ses homologues de plus de 40 pays pour essayer d'explorer les solutions afin que les 2000 navires marchands, les 20 000 marins bloqués trouvent une issue. Elle avait dit « Nous avons constaté que l'Iran a détourné une voie maritime internationale pour prendre en otage l'économie mondiale. » Si certains ont pensé que depuis la fin du mois de février, la région était entrée dans une phase de confrontation directe à haute intensité opposant les États-Unis, Israël et la République islamique d'Iran, ce qui marque une rupture majeure dans l'équilibre régional et une escalade sans précédent depuis plusieurs décennies, il est clair que le régime des mollahs et le jusqu'au-boutisme dont ils ont fait preuve crée un risque systémique pour le monde entier. On est dans la 2e semaine du cessez-le-feu. Les négociations vont-elles reprendre? En ce moment, il y a des choses qui se passent. C'est vrai qu'on peut se poser une question, s'interroger sur le concept de négociation en ce moment, parce qu'on a bien l'impression qu'une discussion où l'une des parties dit « je veux 100% » et l'autre 0%, ça ressemble pas tout à fait à une négociation. Il y a des traders qui connaissent la négociation mieux que moi ici. Mais apparemment, les États-Unis demandent la capitulation de l'Iran. Or, l'Iran ne l'envisage pas du tout à ce stade. Les Américains semblent vouloir tout. Quel est le régime juridique applicable? Il ne faut pas oublier, on parle de commerce, on parle de géopolitique. Mais normalement, il y a un droit de la mer. Donc la question qui se posait consistait à déterminer si il était régi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, NUMDEM, par un accord spécifique ou par le droit coutumier international. Il y a un accord signé le 1er janvier 1975 qui prévoit que l'Iran et Oman, les 2 États riverains, assurent conjointement la surveillance du libre transit. Et en vertu de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, le régime du détroit n'affecte en rien le régime juridique des eaux, et encore moins l'exercice par les États riverains de leur souveraineté ou de leur juridiction sur celle-ci. Donc les eaux du passage appartiennent donc pour partie à la mer territoriale iranienne et pour partie à la mer territoriale omanaise. Dans les faits, presque toute la navigation en général se concentre dans la section omanaise qui est plus profonde et plus sûre. Mais ni l'Iran, ni les États-Unis, ni les Émirats arabes unis ne sont partis à la CNUDEM, la Convention nationale, donc ils ne sont pas formellement liés par les dispositions de la Convention. Donc la question se pose de savoir si le régime des détroits instauré par celle-ci relève du droit coutumier international et s'il s'impose à ce titre à tous les États.
Normalement, cette liberté de navigation prend la forme du droit de passage en transit, hein, c'est l'article 38 de la Convention nationale. De ce fait, même dans les eaux iraniennes, les navires bénéficient indéniablement à tout le monde de la liberté de passage inoffensif en mer territoriale du pays. Ils devraient avoir le droit de passer. Si la Convention internationale de Knudmen, à l'instar du droit coutumier, permet à l'État côtier de suspendre temporairement, sans discrimination, le droit de passage inoffensif des navires étrangers dans sa mer territoriale, c'est uniquement lorsque cette mesure est indispensable à sa sécurité. Donc on n'est pas du tout dans ce schéma en ce moment. Cette possibilité n'existe pas dans un détroit international. Ni le passage inoffensif, ni le passage en transit ne peuvent y être suspendus. Voilà ce qu'on dit normalement. Et en temps de guerre, eh bien, les règles du jus in bello s'ajoutent à celles du droit de la mer. Donc le recours à la force en mer, y compris dans les détroits, relève alors du droit international général et du droit international humanitaire. On est donc en pleine désintégration de l'ordre maritime, qui existe quand même depuis au moins 4 siècles. Or, l'Iran demande $1 par baril de pétrole, ça fait 2 millions de dollars par navire. C'est vrai que c'est alléchant hein, de toucher 64 milliards de dollars par an, mais le monde ne prend pas tout à fait ce chemin. Le détroit d'Ormuz est donc le carrefour d'un monde en crise. Et puis, on en est à l'étape d'après, là, qui est en train de se dessiner. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un détroit bloqué ? 2 détroits. Au-delà de ce détroit, les pays du Golfe redoutent désormais une extension du conflit vers Bab el-Mandeb. On le voit également sur le graphique, sur le slide, et merci à vous. Dans une région déjà sous tension, le détroit de Bab el-Mandeb, qui est situé entre Djibouti et le Yémen, constitue l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Par ce détroit, transitent entre 16 000 et 18 000 navires annuellement pour 1,2 milliard de tonnes de marchandises. Donc la fermeture de ce détroit aura des conséquences majeures. C'est un risque qui est en train de se profiler. Face à ces risques, eh bien, les appels à la désescalade se multiplient. Plusieurs dirigeants internationaux, vous l'avez vu, ont exhorté les États-Unis, l'Iran à reprendre le dialogue. Sur le terrain, ça reste quand même très très volatile. Emmanuel Macron, notre chef d'État, le Premier ministre Keir Starmer vont demain tenir une conférence des pays non belligérants prêts à contribuer à une mission unilatérale et purement défensive sur les détroits d'Ormuz. Mais ça, une mission comme ça, où on est en défense sans être belligérant, vous êtes des experts mieux que moi, mais c'est un peu offrir des cibles à ceux qui sont belligérants. Ça semble vouloir dire, nous arrivons pour aider après la bataille, mais nous parlons pendant la bataille sans rien faire. Hein. Ça me fait penser à la pièce de théâtre de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. Hein. Elle est l'illustration même d'une attente, hein, cette pièce, celle de la paix qui ne viendra pas. La guerre de Troie, j'en ai bien un peu, aura lieu. Elle a déjà lieu, je dirais même, la guerre du Détroit a lieu. Donc si on fait un petit peu de prospective, pour terminer, l'Europe a besoin de sécuriser son approvisionnement en hydrocarbures. Quelles conséquences énergétiques de ce choc actuel? Rappelez-vous, le premier choc pétrolier, 1973, avait conduit les pays à choisir. Certains sont allés vers le nucléaire civil, la France, d'autres ont opté pour le gaz, l'Allemagne. Rappelez-vous, après le deuxième choc pétrolier, 1979, il y a eu la crise des euromissiles et le choix des Européens de se tourner vers le gaz russe, via un approvisionnement terrestre. Eh bien, la situation du détroit d'Ormuz va reposer les cartes de l'approvisionnement énergétique. Si le Qatar ne peut pas exporter son GNL, le prix va monter. L'Europe, qui se source principalement auprès des États-Unis, va avoir d'autres concurrents qui veulent vouloir acheter le GNL américain. Donc l'Europe va être en difficulté, alors qu'elle est déjà en difficulté d'un point de vue de conjoncture économique. Donc il y en a un qui se réjouit peut-être en ce moment, c'est Vladimir Poutine. Il gagne 150 millions de dollars parce que son gaz est de plus en plus demandé. Donc voilà, moi j'ai l'impression que la clé du conflit entre les États-Unis et l'Iran réside dans le détroit d'Ormuz. La porte est fermée à double tour au moment où le blocus naval bat son plein, au moment où on se parle. Mais ni les États-Unis ni l'Iran n'en ont encore jeté la clé.